Avril 1945, Camp Gruber, Oklahoma. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le sol poussiéreux, alors que le capitaine Sarah Henderson du Women's Army Corps se tenait dehors devant une installation de traitement. Elle avait reçu l'ordre d'être présente pour l'arrivée d'un transport inhabituel. Pas des soldats cette fois, pas des officiers capturés, mais quelque chose de différent. Quelque chose pour lequel aucune formation ne l'avait vraiment préparé. Le camion de transport arriva dans un nuage de poussière rouge d'Oklahoma, transportant 43 femmes allemandes, capturées lors des dernières semaines chaotiques de la guerre européenne. Henderson observa alors que les portes arrière s'ouvraient et que les silhouettes commençaient à émerger dans la lumière du jour. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des auxiliaires, des secrétaires, des opératrices radio, des infirmières et des administratrices balayées par l'effondrement de la structure de commandement militaire allemande. La plupart avaient entre 19 et 35 ans. Toutes semblaient terrifiées. Henderson avait traité des centaines de prisonniers de guerre allemands masculins au cours de l'année écoulée et pensait savoir à quoi s'attendre. Défi, résignation ou peur de mauvais traitements basés sur la propagande nazie, sur ce que les Américains faisaient aux prisonniers. Elle avait vu des hommes arriver blessés, épuisés, certains défiants encore, d'autres brisés par la défaite. Elle avait développé une routine professionnelle, une distance émotionnelle qui lui permettait de faire son travail efficacement. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était l'état physique de ces femmes. Elles n'étaient pas seulement minces, elles étaient émaciées, aux yeux creux, leurs uniformes pendant sur des squelettes. Leur peau était pâle, presque translucide dans certains cas, leurs cheveux ternes et cassants, semblant sans vie. Plusieurs boitaient, traînant des jambes qui ne pouvaient plus les porter correctement. 2 durent être aidés à descendre du camion par leurs compagnes, trop faibles pour marcher seules. Et l'odeur, même à 6 mètres, était accablante. Une odeur de corps non lavé, de vêtements portés trop longtemps, de désespoir qui s'était transformé en chose physique. Ces femmes n'avaient pas pris de bain depuis des semaines, peut-être des mois. Alors qu'elles étaient alignées pour le traitement initial, leurs mouvements lents et hésitants, Henderson remarqua autre chose qui la troubla profondément. Elles observaient les gardes américains avec une expression qu'elle ne pouvait identifier immédiatement. Ce n'était pas exactement de la peur, bien qu'il y en eût. Ce n'était pas la résignation qu'elle voyait chez les prisonniers masculins. C'était plutôt un espoir désespéré mêlé d'incrédulité, comme si elle ne pouvait croire quelque chose qu'elle désirait ardemment. Leurs yeux suivaient chaque mouvement des gardes, cherchant des indices sur ce qui allait leur arriver. La procédure standard était simple, une routine que Henderson connaissait par cœur. Examen médical, douche, remise de vêtements propres, affectation au baraquement. Elle l'avait fait des centaines de fois. Les prisonniers entraient sales et sortaient propres, puis étaient logés selon les réglementations. Efficace, humain selon les standards de guerre, mais routinier. Mais en regardant ces prisonnières particulières, quelque chose lui dit que ce ne serait pas routinier. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, quelque chose dans la façon dont elles se tenaient, qui suggérait que ces femmes avaient vécu quelque chose qui allait au-delà de l'expérience normale de la guerre. Elle appela le sergent Mary Kowalski, qui parlait couramment allemand, pour aider à la traduction. Kowalski approcha son carnet à la main, prête à faciliter le processus standard. Dites-leur qu'elles seront examinées médicalement, puis emmenées aux douches où on leur donnera du savon et des vêtements propres, ordonna Henderson, s'attendant à la réponse habituelle de soulagement silencieux ou d'acceptation résignée. Kowalski traduisit les mots en allemand, sa voix claire et professionnelle dans l'air chaud de l'Oklahoma. La réaction fut immédiate et totalement inattendue. Plusieurs femmes se mirent à pleurer, non pas des larmes discrètes qui pouvaient être ignorées, mais des sanglots profonds qui secouaient leurs corps entiers. Leurs épaules tremblaient, leurs mains couvraient leurs visages, et des sons de chagrin et de soulagement mêlés remplissaient l'air. D'autres fixaient simplement Kowalski, comme si elle avait dit quelque chose d'impossible, leurs bouches ouvertes en choc incrédule. Une femme qui semblait avoir une vingtaine d'années, malgré les ravages visibles de la privation, parla même d'une voix tremblante. « Du savon? Du vrai savon? Vous allez nous donner du savon ?» Sa voix portait un mélange d'espoir et de doute qui fit frissonner Henderson malgré la chaleur. Kowalski regarda Henderson, sa formation professionnelle momentanément submergée par la confusion face à l'intensité de la réaction, puis se tourna vers la femme et confirma d'une voix douce « Oui, du vrai savon pour se laver. Du savon américain. » Ce qui suivit resta gravé dans la mémoire de Sarah Henderson pour le reste de sa vie,
une image qui la hanterait et l'inspirerait pendant des décennies. La femme allemande s'effondra à genoux, comme si ses jambes avaient soudainement cessé de fonctionner, et pleura si fort qu'elle pouvait à peine respirer, haletant entre les sanglots. En quelques secondes, plus de la moitié du groupe s'était effondré complètement, une vague émotionnelle balayant les femmes épuisées. Certaines pleurant incontrôlablement, d'autres debout en silence choquées, les larmes coulant silencieusement sur leurs joues, d'autres se tenant les unes les autres pour se soutenir physiquement et émotionnellement. Henderson n'avait aucune idée de ce qu'elle voyait. Dans toute son expérience militaire, dans toute sa formation, rien ne l'avait préparée à cette réaction à une offre simple de savon. Elle appela immédiatement le médecin du camp, le capitaine James Morrison, pensant que ces femmes subissaient une sorte de crise mentale collective due au stress de la capture et du transport, peut-être une forme de choc ou d'hystérie de masse. Morrison arriva rapidement, son sac médical à la main, jeta un œil à la situation, et sa formation médicale lui dit immédiatement que ce n'était pas une urgence médicale au sens traditionnel. C'était quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. Il demanda à Kowalski de découvrir ce qui se passait, de comprendre pourquoi du savon provoquait une telle réaction. À travers une traduction hésitante et entre les sanglots qui rendaient les mots difficiles à comprendre, l'histoire émergea petit à petit, chaque détail révélant une nouvelle couche d'horreur de ce que ces femmes avaient enduré. Ces femmes n'avaient pas vu de vrai savon depuis plus d'un an entier sans ce produit de base que les Américains considéraient comme acquis. Au cours des 18 derniers mois, alors que l'Allemagne s'effondrait sous le poids des bombardements alliés, du blocus et de l'effondrement économique, même les fournitures d'hygiène de base avaient disparu des magasins, puis des marchés noirs, puis complètement. Ce qui passait pour du savon en Allemagne fin 1944 était une substance gris-brun faite d'argile, de cendres et de produits chimiques industriels qui produisaient à peine de la mousse et causaient souvent des irritations cutanées douloureuses, laissant des éruptions rouges et des démangeaisons. C'était du savon en nom seulement, une moquerie de ce que le mot signifiait autrefois. Début 1945, même ce savon ersatz était devenu indisponible. Un souvenir d'un temps où les choses fonctionnaient encore. Les femmes décrivaient se laver à l'eau froide seulement quand l'eau était disponible, parfois en utilisant du sable pour frotter la saleté de leur peau, un processus qui était plus douloureux que nettoyant. Elles décrivaient l'humiliation profonde de sentir leur propre corps non lavé sans pouvoir rien y faire, la honte qui s'accumulait jour après jour. Elles décrivaient le désespoir de ne pas pouvoir maintenir une propreté de base, de voir leurs cheveux s'en mêler en nœuds impossibles et leur peau éclater en éruptions dues au manque d'hygiène, des conditions qui, dans des circonstances normales, auraient été facilement évitables. Une femme, une ancienne infirmière nommée Greta, qui avait passé la guerre à essayer de soigner d'autres personnes sans les outils appropriés, expliqua entre les larmes qui continuèrent de couler. On nous disait que les Américains nous tortureraient, nous humilieraient, nous traiteraient pire que des animaux. On nous disait que vous étiez des monstres sans cœur, et vous nous offrez du savon, du vrai savon. Nous n'avons pas vu une telle chose depuis si longtemps. Nous ne croyions pas que cela existait encore dans le monde. Henderson sentit quelque chose se briser en elle, une barrière professionnelle qui s'effondrait face à une humanité brute. Elle prit une décision qui n'était dans aucun manuel, aucun protocole, aucune directive officielle. « Sergent Kowalski, dites-leur que l'examen médical peut attendre 1 heure. Emmenez-les aux douches maintenant, tout de suite. Donnez-leur tout le savon qu'elles veulent. Eau chaude, serviettes propres. Donnez-leur le temps d'être propres à nouveau. Donnez-leur leur dignité. » L'installation de douche à Camp Gruber était standard militaire, construite pour l'efficacité plutôt que le confort. Rien de luxueux. Sol en béton qui s'écoulait vers des drains centraux, plusieurs pommeaux montés sur des tuyaux nus, fixtures institutionnelles qui étaient purement fonctionnelles, mais avec de l'eau chaude abondante, et des étagères remplies de barres de savon militaire standard, le même savon que les soldats américains utilisaient quotidiennement sans y penser. Rien de spécial, juste du savon basique à la lessive qui sentait légèrement le désinfectant, produit en masse dans des usines américaines qui n'avaient jamais été bombardées. Pour les femmes allemandes entrant dans cette pièce, c'était comme entrer dans un spa de luxe, un palais de propreté qu'elles avaient cru ne plus jamais voir. Henderson et Kowalski avaient amené des gardes féminines pour superviser, procédure standard pour la sécurité et la décence. Personne ne savait comment ces prisonnières pourraient réagir.
Mais ce qu'elles virent n'était pas une douche de prison ordinaire. C'était quelque chose de plus proche d'une expérience religieuse qu'un rituel de purification qui transcendait le simple acte de se laver. Les femmes approchaient les barres de savon avec révérence, leurs mains tremblant alors qu'elles les touchaient, les prenant délicatement comme si elles pouvaient se briser ou disparaître si elles étaient trop brusques. Plusieurs les portaient à leur nez et inspiraient simplement l'odeur de propreté, leurs yeux se fermant dans quelque chose ressemblant à l'extase. Quand l'eau fut ouverte et que la vapeur commença à remplir la pièce, transformant l'air en nuages chauds, plusieurs femmes se remirent à pleurer, submergées par la réalité de ce qui leur était offert. Une femme âgée, probablement dans la cinquantaine, mais paraissant bien plus vieille à cause de ce qu'elle avait enduré, se tint sous un pommeau, laissant l'eau chaude couler sur elle tout habillée, juste pour sentir la sensation de chaleur et de propreté après si longtemps dans le froid et la saleté. Elle resta là pendant plusieurs minutes, immobile sauf pour les tremblements de ses épaules, alors qu'elle pleurait silencieusement. Finalement, elle commença à enlever ses vêtements, révélant un corps ravagé par la malnutrition et des mois sans hygiène adéquate. La peau marquée d'éruptions et de cicatrices. La transformation prit près de 2 heures, bien au-delà de ce qui serait normalement alloué pour une simple douche de prison. Les femmes se lavèrent les cheveux plusieurs fois avec une minutie désespérée qui témoignait de combien de temps elles avaient passé sans pouvoir le faire correctement, leurs doigts travaillant à travers des nœuds qui s'étaient formés au fil des mois. Elles frottèrent leur peau jusqu'à ce qu'elle devienne rose et propre, enlevant des couches de saleté qui semblèrent faire partie d'elles. Elles lavèrent leurs vêtements sous les douches, les essorèrent et les relavèrent, incapables de s'arrêter. Certaines restaient simplement sous l'eau chaude, pleurant doucement. Des mois ou des années de honte et de privation, accumulés s'écoulant avec la mousse savonneuse. Le sergent Kowalski, observant cela à travers la vapeur qui remplissait la pièce, se tourna vers Henderson les larmes aux yeux, sa voix épaisse d'émotion. « Capitaine, je ne pense pas que nous comprenions à quel point c'était là-bas à la fin. Ces femmes ne sont pas des combattantes ennemies. Ce sont des victimes du même régime que nous combattions. Elles ont souffert sous Hitler autant que quiconque. » Les examens médicaux qui suivirent, une fois que les femmes furent propres et habillées de vêtements de prison américains propres, révélèrent l'ampleur de ce qu'elles avaient enduré. Le docteur Morrison documenta systématiquement chaque condition. Malnutrition chronique, affectant chaque système corporel, carence en vitamines causant le scorbut et d'autres conditions qu'il n'avait vues que dans les manuels médicaux, infections cutanées sévères, dues au manque d'hygiène, problèmes dentaires graves dus à un régime inadéquat et à l'absence de soins dentaires, problèmes respiratoires dus à de mauvaises conditions de vie dans des espaces surpeuplés et non chauffés. Une femme marchait sur un pied cassé qui n'avait jamais été correctement plâtré car les soins médicaux n'étaient pas disponibles. L'os guérissant de travers, causant une douleur avec chaque pas qu'elle avait supporté pendant des mois. Le docteur Morrison écrivit dans son rapport médical, cette nuit-là, ces mots soigneusement choisis pour transmettre la gravité sans sensationnalisme. L'état physique de ces prisonnières suggère une privation sévère prolongée bien au-delà de ce qui serait attendu des opérations de combat récentes. Les preuves indiquent un effondrement systématique de l'infrastructure civile et des mesures de santé publique de base. Recommande une réhabilitation nutritionnelle complète et des soins médicaux étendus. Ces femmes ont besoin non seulement de traitement, mais de guérison complète. Au cours des jours suivants, alors que les femmes allemandes se remettaient physiquement et commençaient à faire confiance à leurs geôliers américains, comprenant lentement qu'elles ne seraient pas maltraitées, d'autres histoires émergèrent dans des conversations tranquilles avec Kowalski et d'autres membres du personnel qui parlaient allemand. Elles décrivaient les derniers mois en Allemagne comme une descente dans des conditions médiévales, un retour à une époque avant la civilisation moderne. Les approvisionnements alimentaires s'étaient effondrés à mesure que les fermes étaient abandonnées et que les systèmes de transport échouaient sous les bombardements. Les systèmes d'eau avaient échoué dans de nombreuses villes, laissant les gens dépendre de puits ou de rivières. L'électricité était sporadique au mieux, souvent absente pendant des jours ou des semaines. Les fournitures médicales n'existaient tout simplement pas, même les bandages et l'aspirine, devenant impossibles à trouver. La pénurie de savon n'était qu'un symptôme d'un effondrement total de l'infrastructure qui soutenait la vie civilisée. Beaucoup avaient cru la propagande nazie selon laquelle les Américains les traiteraient brutalement,
que la reddition signifiait torture et mort, que les soldats alliés étaient des bêtes sauvages qui ne montreraient aucune pitié. On leur avait dit ces choses encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité acceptée. La dissonance cognitive d'être offerte du savon, de l'eau chaude, des vêtements propres et des soins médicaux était profonde et désorientante. Elles s'étaient préparées au pire et se retrouvaient traitées mieux que par leur propre gouvernement dans la dernière année de la guerre, mieux qu'elles n'auraient pu l'imaginer. Greta, l'ancienne infirmière qui avait été l'une des premières à s'effondrer, parla avec Kowalski plusieurs jours plus tard, après s'être remise assez physiquement et émotionnellement pour traiter ce qui s'était passé. « J'ai passé la guerre à croire que nous combattions pour la civilisation contre la barbarie, » dit-elle doucement, ses yeux fixant la distance. « On nous disait que nous protégions la culture européenne, que nous défendions l'ordre contre le chaos. Et puis à la fin, nous n'avions pas de savon, pas de nourriture, pas de médicaments, rien. Nous vivions pire que des barbares. Et les gens que l'on nous disait être des barbares nous ont donné de l'eau chaude et du savon et ont soigné nos blessures avec gentillesse. Je ne sais plus quoi croire de tout ce qu'on m'a dit. Tout était un mensonge. L'expérience à Camp Gruber se répéta dans d'autres installations de prisonniers à travers les États-Unis, alors que plus de prisonniers allemands arrivaient dans les derniers mois et semaines de la guerre, transportés à travers l'Atlantique vers un pays qui n'avait jamais été bombardé. Le schéma était constant et troublant. Prisonniers arrivant en état physique choquant, qui choquait même le personnel médical endurci. Effondrement de l'hygiène de base et des soins médicaux en Allemagne, dépassant ce que les rapports de renseignement avaient suggéré, et impact psychologique profond quand traités humainement par les geôliers américains qui suivaient les conventions de Genève. L'incident du savon, comme il devint connu parmi le personnel du camp, qui en parla en privé, révéla quelque chose que les renseignements militaires trouvèrent précieux pour comprendre l'état de l'ennemi. L'état physique et psychologique de ces prisonniers fournissait des preuves de l'effondrement complet de l'infrastructure allemande d'une manière que les photographies aériennes et les rapports d'espionnage ne pouvaient pas. L'incapacité à produire ou distribuer quelque chose d'aussi basique que du savon indiquait un effondrement total allant au-delà de la défaite militaire sur le champ de bataille. Cela suggérait une population civile, abandonnée par son propre gouvernement, laissée à mourir de faim et à souffrir alors que les dernières ressources allaient à une machine de guerre mourante. Pour le personnel américain à Camp Gruber, l'incident fut transformateur d'une autre manière profonde et personnelle. Beaucoup étaient entrés dans le service militaire, remplis de propagande sur l'efficacité allemande, la discipline allemande et la cruauté allemande. Ils s'attendaient à des surhommes nazis ou à des monstres inhumains. Voir des femmes allemandes pleurer pour du savon humanisa l'ennemi d'une façon qu'aucune formation ou briefing n'aurait pu préparer ou accomplir. Ce n'étaient pas des nazis idéologiques, c'étaient des gens qui avaient été pris dans une machine qui les avait broyés aussi sûrement qu'elle avait broyé ses ennemis. Le capitaine Henderson demanda et obtint l'autorisation de fournir des commodités supplémentaires pour les prisonnières féminines, au-delà des exigences standards des conventions de Genève. Meilleure nourriture avec plus de calories et de nutrition pour combattre la malnutrition, accès à des matériaux de lecture en allemand et en anglais, pour l'engagement mental, opportunités de récréation à l'extérieur dans l'air frais et le soleil, soins médicaux allant au-delà du traitement des conditions immédiates pour aborder les problèmes de santé à long terme causés par une privation prolongée. Son raisonnement, dans un mémo officiel qui remonta plusieurs niveaux de la bureaucratie militaire, était direct et ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Ces femmes ne sont pas des criminels de guerre. Ce sont des victimes du même régime que nous avons combattu pour vaincre. Les traités humainement cernent nos valeurs américaines et démontrent la différence entre les sociétés démocratiques et les totalitaires. Nous gagnons non seulement par la force militaire, mais en montrant la supériorité de nos valeurs. Le mémo remonta la chaîne de commandement, passant par des colonels et des généraux qui ajoutèrent leurs propres notes et approbations, et contribua finalement à des changements de politique concernant le traitement des prisonniers civils allemands dans tout le système des camps de prisonniers américains. Les conventions de Genève exigeaient un traitement humain, mais l'approche de Henderson allait au-delà de la simple conformité légale vers une réhabilitation active et la restauration de la dignité humaine. Elle argumentait que traiter les prisonniers décemment n'était pas de la faiblesse mais de la force, pas de la naïveté mais de la sagesse stratégique.
Dans les mois suivant la guerre, alors que l'Europe commençait le long processus de reconstruction et que les questions de rapatriement étaient résolues, les femmes allemandes de camp Gruber étaient finalement rapatriées en Allemagne occupée, retournant dans un pays qui était à peine reconnaissable. Beaucoup maintinrent une correspondance avec le personnel américain qui avait supervisé leur emprisonnement, écrivant des lettres qui traversaient l'Atlantique avec des timbres de la zone d'occupation. Les lettres révélaient un thème constant qui apparaissait encore et encore dans différentes formulations, mais avec la même signification. Sous-jacente, l'incident du savon et de la douche avait été un tournant dans leur compréhension de la guerre et de sa signification plus profonde. Une lettre de Greta à Kowalski, écrite en anglais hésitant qu'elle avait appris pendant son emprisonnement, le captura parfaitement. « Vous nous avez donné du savon quand nous nous attendions à la torture. Vous nous avez donné de la dignité quand nous nous attendions à l'humiliation. Vous nous avez montré à quoi ressemble l'humanité quand elle n'est pas déformée par la propagande et la haine. Je n'oublierai jamais d'être dans cette salle de douche tenant du vrai savon dans mes mains et comprenant pour la première fois que tout ce qu'on m'avait dit pendant toutes ces années était un mensonge. Merci de nous avoir traités comme des êtres humains quand nous ne nous y attendions pas et ne pensions pas le mériter. Vous m'avez appris que la bonté est possible, même en temps de guerre. » L'incident devint partie de l'histoire orale de camp Gruber, racontée par les anciens combattants dans les réunions et partagée dans les conversations tranquilles, mais ne fut pas largement documenté dans les archives officielles ou les histoires publiées. Il était trop petit pour les grands récits, trop personnel pour les rapports formels, trop centré sur des besoins humains de base pour s'intégrer dans le grand récit des opérations militaires et de la victoire stratégique. Les historiens écrivaient sur les batailles, les généraux, les décisions politiques. Ils n'écrivaient pas sur le savon et les douches. Mais pour les personnes qui étaient lagardes et prisonnières, l'incident représentait quelque chose de profond sur la différence entre les sociétés qui maintiennent leur humanité, même envers les ennemis, et celles qui l'abandonnent, même envers leur propre peuple. Il représentait un moment où les abstractions de la guerre, les catégories d'amis et d'ennemis, se dissolvaient face à la réalité, simple de la souffrance humaine et de la compassion. Humaine. Sarah Henderson prit sa retraite de l'armée en 1946 avec le rang de major et travailla comme travailleuse sociale en Oklahoma pendant les 30 années suivantes, aidant les vétérans et leurs familles à naviguer dans les défis de l'après-guerre. Quand on lui demandait son expérience de guerre la plus significative, elle ne parlait jamais de traiter des milliers de prisonniers ou de gérer les opérations complexes du camp. Elle parlait toujours du jour où 43 femmes allemandes pleurèrent parce que quelqu'un leur offrit du savon. Nous avons gagné la guerre avec des tanks, des avions et des navires, disait-elle aux groupes scolaires et aux clubs civiques qui l'invitaient à parler. Nous l'avons gagné avec le courage de nos soldats et les sacrifices de nos familles, mais nous avons gagné la paix en nous souvenant que même les ennemis sont des êtres humains qui méritent une dignité de base. Ces femmes m'ont appris que parfois, l'arme la plus puissante n'est pas une bombe ou un fusil. C'est simplement de traiter les gens décemment quand ils s'attendent à la cruauté. Une barre de savon et de l'eau chaude ont fait plus pour vaincre l'idéologie nazie dans l'esprit de ces femmes que n'importe quelle propagande ou rééducation forcée n'aurait pu accomplir. Elles ont vu par elles-mêmes quelle société tenait ces valeurs et laquelle les abandonnait. L'histoire des femmes allemandes qui pleurèrent pour du savon est une note de bas de page dans la vaste histoire de la Seconde Guerre mondiale, un détail mineur dans une guerre qui tua des millions et remodela le monde. Mais elle révèle une vérité qui transcende l'histoire militaire et touche quelque chose d'universel sur la nature humaine. La mesure des valeurs d'une société n'est pas comment elle traite ses héros, ses riches ou ses puissants. C'est comment elle traite ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucune influence et aucune revendication à la gentillesse. C'est comment elle se comporte quand personne ne regarde et quand il n'y a aucune récompense pour la décence. Et parfois, les moments les plus profonds d'une guerre, les moments qui révèlent le plus sur qui nous sommes vraiment, ne sont pas les batailles célèbres ou les grandes stratégies. Ce sont les instants calmes où la décence humaine de base perce des années de propagande et de haine et rappelle à tous impliqués que sous les uniformes et les idéologies, sous les drapeaux et les slogans, les gens sont juste des gens. Des gens qui ont besoin de savon, d'eau chaude, de nourriture, de soins médicaux et de la dignité de la propreté. Des gens qui pleurent de soulagement quand on leur montre de la gentillesse au lieu de la cruauté. Des gens qui se souviennent pour toujours du jour où un ennemi les a traités mieux que leurs amis.